Bon, maintenant, je n'arrive plus à. Hum, Tout est bloqué, moi, de mon côté. Je peux essayer de retenter le partage si tu veux. Je comprends pas du tout. Tout est bloqué de mon côté. Michel, Oui, je pense écoute, que c'est bon. Je pense que c'est bon. moi Est-ce j'ai que vous... enregistrement à démarrer par Michel Trébos. Donc, Ouais, mais ça y est, oui. C'est bon, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, ouais. ouais, c'est bon. Bon, allez, c'est bon. Je suis désolé. Non, t'inquiète, C'est c'est bon. parti. Ok. Alors du coup, comme je disais, en gros, de base, nous, on s'intéresse à l'EPS, sauf que là, on est dans le cadre de la Fédération de badminton, et donc je vais commencer à vous montrer quelques chiffres qui, moi, m'intéressent via la Fédération de badminton. Donc c'est bien en jeu, hein, Michel, c'est juste après. Ouais, hop. Donc déjà, dans un premier temps, on a une part de jeunes qui est beaucoup plus importante que d'adultes. C'est-à-dire que là, on va avoir 34% de jeunes qui sont inscrits en badminton, qui sont inscrits dans un club, contre 28,44% d'adultes. Ça veut dire qu'on perd un nombre de licenciés entre les adultes et les jeunes, entre les jeunes et les adultes. Est-ce que du coup, ça voudrait dire qu'on a des jeunes qui se désengagent du badminton? Ensuite, parmi le deuxième graphique, on peut voir que les femmes sont bien moins importantes parmi les licenciés que les hommes. 36% contre 60% et plus. Ce qui est quand même vachement énorme comme différence, mais qui reste assez logique. Et enfin, c'est les joueurs de N1, donc les joueurs fédérés compétitifs de haut niveau, ça représente que seulement 0,2% des joueurs licenciés au total. Et en plus, on a plus de 2 tiers des badistes qui sont non compétiteurs, c'est-à-dire qui ne sont pas inscrits en fédéral. Et en fait, derrière, la question c'est comment on engage ces jeunes, tous ces jeunes-là, que ce soit les filles ou les jeunes débutants, comment on les engage dans le badminton pour que on n'ait plus cette part de jeunes moins importante que cette part d'adultes. Michel, tu peux passer. Ouais. T'as pas mis le minuteur, là. C'est pour ça que je suis. Mais est-ce que pour tout le monde c'est pareil? Est-ce que ça renvoie à chaque fois en boucle le diaporama? Oui. Ouais, on est d'accord, parce que je voyais le diaporama se renvoyer en boucle, donc ok. Donc du coup, l'un des premiers enjeux, c'est comment engager les jeunes en compétitif. Parce que du coup, ok, on a 34% de jeunes, mais ces 30% de jeunes, ils disparaissent à terme. Enfin, on passe à 28%. Donc comment on les engage pour qu'ils restent à âge adulte en compétitif? Vas-y, passe Michel. Dans un second temps, euh, comment on engage particulièrement les filles? Comment on peut faire en sorte que la part ne soit plus de 30%, 60%, mais de, par exemple, 50%, 50 et 50? Comment faire?
Vas-y, Michel. Du coup, c'est un peu le sujet de notre étude. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter directement. Là, c'était les chiffres de la Fédération de badminton. Maintenant, c'est directement l'étude que nous, on a menée du coup durant mon master recherche et pour ce prix mémoire. Dans un premier temps, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, elle va recommander de faire 60 minutes d'activité physique à intensité modérée ou vigoureuse pour les jeunes. Sauf que malheureusement, d'après certaines études, c'est plus de 80% des jeunes de cet âge-là qui ne répondent pas à ces recommandations. Vas-y, tu peux passer, Michel. Et donc, c'est un peu en lien avec les chiffres de la Fédération de badminton qu'on a vu juste avant. Plus de 80%, ça pourrait expliquer en fait pourquoi d'un coup, le nombre d'inscrits il diminue plus l'âge augmente. Une des raisons, par exemple, ce serait le fait que les situations qui sont présentées, notamment par exemple en cours de PS ou autre, il y a un manque d'intérêt. Un manque d'intérêt parce que peut-être que la situation qui est proposée, elle n'est pas assez plaisante. Dans le sens où, en EPS, en club, etc., pour que quelqu'un s'engage dans l'activité physique, que cette personne s'engage à long terme, il faut qu'elle ressente un minimum de plaisir. Il faut que cette activité, cette situation soit plaisante. Et c'est là que, du coup, le badminton vient nous intéresser parce que, déjà, c'est une des activités les plus programmées en EPS. Et c'est aussi une activité physique qui va être très intense et physique. Donc, on va se déplacer beaucoup, on va faire monter le cardio, enfin voilà, c'est vraiment une activité physique plus importante en termes d'activité physique. C'est pas des sciences. C'est avec Michel Trébos. Ok. Du coup, je reparle du coup maintenant des recommandations. Les recommandations de 60 minutes, parce que dans la littérature, on nous dit que si on fait une activité physique à intensité vigoureuse, il y a plus de chances de répondre à une activité physique pour la santé. Qu'est-ce qu'il y a sur le micro? Je crois que c'est Eddy. Est-ce que quelqu'un peut enlever Merci. son micro, s'il vous plaît? Merci. Et donc, pratiquer une activité physique intense aurait plus de chances d'amener, de promouvoir la santé chez l'individu. Vas-y, Michel, tu peux passer. Donc là, je vous ai montré l'intérêt du badminton. Ok, c'est physique, c'est intense, c'est intéressant pour la santé, sauf que malheureusement, aujourd'hui, en tout cas en EPS, on ne retrouve pas trop ça. Déjà, dans un premier temps, il y a une surpopulation. C'est-à-dire qu'un ancien EPS, et je pense même à un entraîneur de badminton, moi je donne un exemple très bête, mais par exemple, à Lille, le club de Lille, du LUC, ils sont déjà complets. Et moi, l'année dernière, j'ai été inscrit, et une des séances, on se retrouvait à 6 sur un même terrain. L'entraîneur nous a dit de faire du 3 contre 3. Ok, bon voilà, super. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Du coup, cette surpopulation, vas-y Michel, tu peux passer, elle nous emmène à essayer d'optimiser l'espace. Donc, le prof de PS, l'entraîneur, est souvent amené à optimiser l'espace, donc souvent proposer du double ou de la montante-descendante sur demi-terrain, sauf que malheureusement, cette optimisation, elle n'est pas très intéressante, parce que des fois, notamment la montante-descendante de demi-terrain, est souvent perçue comme une situation qui va diminuer l'engagement, et notamment l'engagement psychologique, donc tout ce qui va être plaisir, etc. Donc, comment faire? Comment améliorer tout ça? Donc, on a quelques problématiques qui apparaissent. Déjà, le fait qu'il y a un désengagement chez les jeunes et les débutants. Il y a un manque de plaisir dans la pratique, surtout quand il faut proposer par exemple de la montante descendante. Et enfin, il y a un surplus de joueurs pour peu de créneaux. Et du coup, vas-y Michel, la grande question est comment réengager les jeunes dans l'activité physique, et plus particulièrement en badminton. Alors, je parle de réengager, parce qu'en soi, les jeunes font déjà de l'EPS, font déjà, voilà, ils ont déjà peut-être tenté une fois l'activité, et là, je parle de réengager parce que la plupart du temps, c'est comment permettre aux jeunes qui ont vécu à un moment donné l'activité physique comme de la violence, comment on peut les réengager dans l'activité physique pour qu'ils y restent et ils continuent à pratiquer à long terme.
Donc ça, ouais. Et du coup, nous, dans notre étude, on s'est intéressé à plusieurs théories, donc je vais vous passer assez rapidement, mais on s'est intéressé à une théorie assez intéressante, qui est du coup l'approche par contrainte, dans laquelle on explique que l'engagement, notamment l'engagement dans l'activité physique, dépend des interactions entre différents types de contraintes. Donc là, on a un schéma qui nous montre les 3 types d'interactions. Donc les contraintes organismiques, donc tout ce qui touche à l'individu et ses caractéristiques, avec les contraintes environnementales, donc le lieu où on va pratiquer, l'espace dans lequel on va pratiquer, les gens avec qui on va pratiquer, et enfin les contraintes de tâches, donc tout ce qui va être règles, équipements, but, par exemple, essayer de, par exemple, je pense au bingo ou autre, ou par exemple la ronde italienne, enfin voilà, comment on pourrait changer les règles pour essayer d'amener l'engagement. Et donc nous, notre but, c'est de transformer l'intervenant, donc le prof de PS ou l'entraîneur de badminton, non plus comme quelqu'un qui fait de la prescription. Voilà, donc lui, dans ses cours, dans ses différents articles qu'il a lus, on a dit, ok, bon bah vas-y, pour le badminton, tu vas faire de la montante descendante. Ok, pour de la piscine, on va faire des allers-retours pour progresser. Non, là, on va essayer de transformer l'enseignant de PS ou l'entraîneur comme un créateur. Il va vraiment passer de la prescription à la création, donc créer lui-même sa situation, créer une situation dans laquelle on va jouer sur les contraintes organismiques, les contraintes environnementales et les contraintes de tâches, pour favoriser l'engagement dans l'activité physique. Donc essayer d'engager dans l'activité physique via la dépense et également via le plaisir. Essayer que cette situation soit plaisante. Vas-y Michel. D'autant plus que dans la littérature, cette théorie, elle a été vachement intéressante parce qu'elle a déjà prouvé son intérêt, notamment par rapport au niveau de jeu. Donc, c'est-à-dire, comment adapter les situations pour engager un élève débutant, un élève intermédiaire et un élève un peu plus débrouillé. Donc là, ça a déjà été montré que, oui, le niveau de jeu, il faut s'adapter à lui, il faut réussir à proposer des situations différentes selon l'expertise de vos joueurs. Et enfin, pareil pour le sexe, où ça a été montré que déjà, les filles s'engagent moins que les garçons dans l'activité physique, mais surtout que les filles, elles s'engagent plus dans des activités physiques, dans des situations plus coopératives, tandis que les garçons sont quand même plus facilement engagés dans des situations compétitives. Vas-y. Donc nous, notre hypothèse globale, c'est qu'il existerait un format alternatif au demi-terrain, parce que par exemple le demi-terrain, c'est une situation désengageante, et qui pourrait être plus intéressante que cette situation-là pour optimiser l'activité physique et le plaisir. Nous, on a pensé par exemple le badminton, le double, pardon, le double. Le double, par exemple, on est en coopération, on peut faire jouer 4 personnes sur un même terrain. Ok, est-ce que ce serait pas un format intéressant, ça, comparé à la montante, par exemple, au simple sur demi-terrain? Donc, c'est ce qu'on va voir, du coup, dans notre étude. Vas-y, Michel. Donc, nous, dans notre étude, on a fait une comparaison entre trois formats du coup, compétitifs. Le simple en demi-terrain, le simple en grand terrain et le double, tous proposés en montante descendante. Donc, je gagne, je monte, je perds, je descends. Et en fait, chaque format permet d'organiser les élèves, quand il y a une surpopulation, par exemple, d'une manière différente. En simple sur demi-terrain, voilà, ils sont 4 et ils jouent chacun 1 contre 1. Simple grand terrain, du coup, là, l'avantage, c'est que, bon, certes, ils sont que 2 à jouer, mais il y en a 2 qui ont un rôle différent. Le rôle d'arbitre, le rôle, voilà, ils observent juste, ce qui est tout aussi positif pour la pratique. Et enfin, le double, où là, ils jouent en 2 contre 2 en coopératif. Dans cette étude, on a mesuré 2 choses. Déjà, la quantité d'activité physique via des accéléromètres. Donc, voilà, c'est des petites ceintures qu'on met au niveau du bassin et qui nous permet de quantifier l'activité physique. Ensuite, on a fait passer des questionnaires dans lesquels on a pu évaluer le plaisir perçu des élèves durant leur pratique. Et ça nous a permis, en fait, de faire passer ces tests-là
auprès de 254 élèves d'une moyenne d'âge de 13 ans environ, et pour lesquels on avait environ 48% de femmes. Dans les premiers résultats qu'on a pu voir, alors, ils sont, voilà, c'est des graphiques, hein, c'est des résultats, donc c'est pas forcément très beau, mais au moins c'est simple à comprendre. Tout simplement déjà par rapport à la quantité d'activité physique, pour tous nos élèves, le simple sur un terrain, c'est le plus physique. Ensuite, le simple sur demi-terrain. Et enfin, le double. En ce qui concerne le plaisir, alors, il faut savoir que l'échelle est sur 15. Donc, déjà, on a le simple sur grand terrain, le simple sur grand terrain et le simple sur demi-terrain. Les deux sont des formats au-dessus de 10. Donc, c'est des formats déjà plaisants. Sauf que le simple sur demi-terrain est quand même vachement plus plaisant que le double. Donc là, déjà, notre hypothèse, elle est un peu mise à mal. Nous, on pensait que le simple sur demi-terrain, c'était un format pas très plaisant. Et pourtant, là, notre étude nous montre que si, le simple sur demi-terrain, c'est un format plaisant. Et enfin aussi, pardon, bon, c'est pas grave, tu peux passer, mais un truc que je voulais mettre aussi en évidence, c'est que le simple sur grand terrain, c'est le seul format dans lequel on a plus de 100 counts par seconde. C'est l'unité de mesure, donc ça veut dire que voilà, c'est le seul format qui est vraiment très intense. Ensuite, maintenant, quand on s'intéresse aux filles et aux garçons, déjà, les filles, il y a une différence entre chaque situation. Donc le simple sur un terrain, plus physique que le simple sur demi-terrain, le simple sur demi-terrain et le simple sur un terrain, plus physique que le double. Par contre, il n'y a que les filles pour qui on retrouve une différence de plaisir, et ça, c'est entre le simple sur demi-terrain et le double. Alors, je vous rassure, hein, vu que là, j'énumère les résultats, mais tout à l'heure, on va en discuter un peu plus pour mieux comprendre. Et enfin, les garçons, eux, il n'y a pas de différence d'activité physique entre le simple grand terrain et le simple sur demi-terrain. D'autant plus que les deux sont supérieurs à 100 counts, donc ils sont vraiment très intenses, alors que les filles, elles, ça dépasse pas 100. Et enfin, maintenant, vas-y Michel, quand on s'intéresse au niveau de jeu, nos débutants, eux, il y a une différence entre chaque format pour la quantité d'activité physique. Quand ils sont un peu meilleurs, donc quand ils ont un niveau un peu intermédiaire, là, il n'y a plus de différence entre le grand terrain et le demi-terrain. D'autant plus que là, hop, l'activité physique, elle dépasse 115. Et enfin, quand on est sur des joueurs un peu plus débrouillés, qui là arrivent à réaliser par exemple des coups gagnants, hein, des smash ou autres, et là, on retrouve les mêmes différences que pour les élèves intermédiaires. Par contre, là, les deux situations, elles sont vraiment, enfin, on voit, hein, on passe de 100 counts à la limite pour le simple demi-terrain. Là, on est à 110, 120, donc voilà. Et par contre, pour le plaisir, il n'y a rien. Il n'y a pas de différence. Par contre, voilà, je ne l'ai pas mis, il n'y a pas de différence, mais ça ne veut pas dire que le format n'est pas plaisant. Bien au contraire, tous les formats sont tout aussi plaisants. Ils sont tous plaisants, voilà, il n'y a pas de format non plaisant. Vas-y Michel. Hop. Donc déjà, dans un premier temps, nos résultats nous permettent de nous dire que le double, c'est un format qui n'a pas l'air très prometteur. Déjà, c'est un format qui est moins plaisant que par exemple le simple sur demi-terrain. C'est un format qui est moins physique, donc on va moins se dépenser, sauf que, voilà, les joueurs, les élèves, on les a, par exemple, les élèves, on les a que 2 fois dans la semaine. Si c'est des collégiens, on les a 2 ou 3 fois dans la semaine. S'ils viennent pour à peine se dépenser, où est l'intérêt? Et enfin, du coup, c'est le format le moins optimisé. Comme je disais, on les a que 2 heures par exemple par semaine, sauf que si on veut essayer de promouvoir l'activité physique, si on veut les rendre actifs, si on veut faire en sorte qu'ils continuent de pratiquer à l'âge adulte, c'est pas en double qu'on va le faire. Donc c'est plus intéressant par exemple de proposer du simple sur demi-terrain, si on veut optimiser à la fois du coup les joueurs, si on veut faire jouer tout le monde en même temps, le simple sur demi-terrain nous le permet, comme le double, 4 joueurs en même temps, et à la fois c'est physique et c'est plaisant. Donc le double, moins prometteur que par exemple le simple sur demi-terrain. Vas-y Michel.
Mais du coup, là, voilà, le double, on l'a bougé pour les jeunes débutants, pour les jeunes en EPS et autres. Mais entre le demi-terrain et le grand terrain. Bah déjà, c'est des formats tout aussi plaisants. Par contre, on n'a que le simple sur grand terrain qui est supérieur à 135 par seconde. Et là, je vais en reparler un peu. Mais en gros, dans la littérature, euh, on dit que quand une activité physique est supérieure à 103,15 par seconde, on considère que cette activité physique, elle est à intensité vigoureuse. Je reviens sur mes promotions d'activité, de la promotion et des recommandations de tout à l'heure. On parlait de faire 60 minutes d'activité physique à intensité modérée ou vigoureuse par jour pour ces jeunes, sauf que, en fait, 1 minute d'activité physique à intensité vigoureuse, ça équivaut à 2 minutes d'activité physique à intensité modérée. Donc ça veut dire que quand on pratique une activité physique à intensité vigoureuse, on va répondre aux recommandations pour la santé bien plus rapidement. Du coup, tout ça nous fait dire qu'on a deux formats, deux options. Une option volume, une option volume pour le simple demi-terrain. Donc, bah voilà, c'est moins intense, mais au moins, on peut faire jouer 4 personnes en même temps et il n'y aura pas de temps de pause. Parce que dans l'option intensité, donc pour le simple grand terrain, là, on n'a que 2 joueurs en même temps. Donc, il y en a qui sont en pause. Donc, OK, on se dépense plus, on répond plus rapidement aux recommandations, sauf qu'on joue moins, on passe moins de temps à pratiquer. Donc, les deux formats sont tout aussi intéressants. Il y en aura un plus pour le volume, on fait jouer plus de personnes en même temps, il n'y a pas de coupure, on les enchaîne, les matchs. OK, c'est modéré, mais au moins, on enchaîne. L'intensité, bah voilà, c'est plus physique, c'est plus, voilà, c'est plus cardio, mais il y a des temps de pause. Maintenant, quand on s'intéresse du coup aux filles, au sexe directement, pour les filles, le double, bah, c'est pas un format très engageant. Déjà, bah, c'est un format moins plaisant, c'est un format moins physique, alors que du coup, c'était un format coopératif. Nous, on pensait, bah, ok, c'est du double, bah, ça va être beaucoup plus intéressant pour eux, enfin pour elles, du coup, de pratiquer en double. Et bah, du coup, pas du tout. Pas du tout, parce que pour elles, c'est plus intéressant d'optimiser la pratique avec l'option volume. Parce que comme, du coup, il n'y a aucune situation parmi les trois qui a intensité vigoureuse, bah, si on veut essayer de promouvoir l'activité physique via le badminton, autant optimiser avec l'option volume, donc le simple sur demi-terrain. Ensuite, par rapport au niveau des joueurs, vas-y Michel, du coup, il y a des formats, des situations pour s'adapter au niveau. Déjà, pour les débutants, le format à prioriser, c'est le demi-terrain, l'option volume. Parce que eux, pareil, comme pour les filles, il n'y a aucun format à intensité vigoureuse, donc l'option volume est la plus évidente. D'autant plus que pour chacun des niveaux de jeu, le double reste le format le moins intéressant. Ensuite, pour les élèves d'un niveau intermédiaire, là, on c'est un peu au choix. C'est les élèves un peu plus faciles, voilà, le demi-terrain comme sur le grand terrain, ça va être tout aussi efficace pour eux de pratiquer et pour les engager. Surtout que nous, dans la littérature, on dit souvent que les débrouillés, enfin les intermédiaires, pour les faire progresser, il faut quand même les faire jouer sur grand terrain. Donc là, j'ai mis au choix, mais si on veut les faire progresser, le mieux, ça reste de les mettre sur grand terrain. Et enfin, les débrouillés, là, du coup, le mieux, c'est le demi-terrain. Pourquoi? Parce que, en fait, le demi-terrain et le grand terrain, tous les deux, sont des formats à intensité vigoureux pour eux. C'est les seuls joueurs pour lesquels les deux formats vont être supérieurs à 103 counts par seconde. Donc, notre format, notre situation sur demi-terrain se transforme non plus comme une option volume, mais comme une option volume et intensité. C'est-à-dire que on va à la fois leur permettre du coup de répondre aux recommandations plus rapidement et en même temps les faire jouer sans s'arrêter, tout en optimisant du coup le nombre de joueurs qu'on a. Voilà. Vas-y, Michel, passe.
Donc nous, tout ça nous a permis en fait de... Voilà, ça c'est une proposition de situation et d'adaptation pour optimiser la pratique physique du badminton lorsqu'il y a une surpopulation de joueurs, etc. Donc par exemple, on pourrait commencer, là c'est une montante descendante qui s'appelle du coup l'accordéon. Ça pourrait commencer déjà avec les terrains de début, hein, donc les terrains où souvent, bah voilà, malheureusement, c'est les joueurs qui perdent. Sauf que bah, comment faire pour rendre la pratique intéressante même s'ils perdent? Eh ben, commencer avec du simple sur demi-terrain. Parce que souvent, c'est là où les débutants vont se retrouver. Donc si on veut optimiser leur pratique, eh ben, on va proposer du simple sur demi-terrain. Et plus on gagne, bah, du coup, forcément, ça veut dire qu'on a un niveau un peu plus intermédiaire. Et ben, du coup, là, on va passer du coup, sur des terrains sur grand terrain. Voilà. Là, on a toute la possibilité. Et enfin, quand on devient débrouillé, hop, on finit sur demi-terrain. Tout ça fait que du coup, on s'adapte aux joueurs qu'on a. On peut optimiser du coup l'espace et le nombre de joueurs auxquels on fait face. Et en même temps, ben, le fait qu'on ait du grand terrain, ça permet aussi de travailler différents rôles sociaux, donc arbitre, joueur, observateur, etc. Tout ça, c'est une situation, c'est une proposition que nous, on trouve pertinente par rapport à la littérature et par rapport à notre étude. Mais évidemment, ben voilà, hein, on fait ce qu'on veut. Et vas-y, Michel, passe. Mais du coup, ouais, dommage. Avec les animations, ça aurait été Ah magnifique, ouais, mais je suis malheureusement, j'ai pas vu. désolé. Non, mais t'inquiète, bah, c'est moi, hein, c'est la connexion, forcément. Et du coup, vas-y, passe une dernière fois. Voilà. Du coup, petite ouverture, parce que là, du coup, voilà, on se dit, non, mais attendez, le double, ça reste quand même une des situations majeures en fédéral. Pourtant, on n'a fait que taper dessus. Donc, ça veut dire que nos petits joueurs, nos petits débutants, quand ils arrivent, il ne faut pas leur proposer de double. Alors, oui et non. Alors, le double, en fait, il ne va pas être intéressant pour les débutants. Parce que là, en fait, je vous ai parlé de débutants intermédiaires débrouillés. Mais en fait, les joueurs débrouillés dans l'étude, c'est des joueurs qui arrivaient à réaliser des coups gagnants. Mais si on devait leur mettre un classement, le maximum auquel on pourrait les retrouver, ce serait P10 D9. Un début de coup gagnant. Donc voilà, c'est du P10 D9. Et en fait, c'est pas intéressant le double parce que ils connaissent pas. Ils n'ont jamais fait de double de leur vie. Ils savent pas comment se placer. Ils savent pas comment se bouger sur le terrain. Ils vont regarder l'autre et ils vont se dire bah vas-y, va taper le volant. Donc en fait, il faut apprendre à jouer en double avant de pouvoir pratiquer en double. Parce que sinon, ça n'aura aucun intérêt. On va pas se déplacer, on va pas prendre de plaisir, et en fait, on va se dire, bah, en fait, le badminton, c'est nul. Voilà. Alors que par contre, si on apprend à jouer en double, peut-être que là, ben, du coup, ça va devenir plaisant. Et là, bah, forcément, bah, on peut le voir notamment avec ben, le haut niveau, le double, quand ça joue, ça joue. Voilà, là, je pense que l'intensité, elle serait très vigoureuse. Peut-être pas autant que le simple, et encore, à voir. Ça, c'est des études qu'on pourrait mener. Et enfin, une ouverture par rapport à l'étude en elle-même, c'est que nous, du coup, là, je vous ai fait un focus sur un peu l'optimisation du terrain, l'activité physique et le plaisir. Mais pendant cette étude-là, on a fait des mesures d'autres facteurs, hein, d'autres variables, notamment par exemple l'effet victoire. On avait comptabilisé le nombre de victoires et le nombre des défaites. Et ça, c'est une étude enfin voilà, c'était mon deuxième mémoire. Et c'est aussi un article qu'on est en train d'essayer d'écrire, dans lequel en fait on expliquait que le fait de gagner durant un match pouvait être un des facteurs qui fait que du coup on s'engage dans l'excès physique. Par exemple, moi je perds, j'arrête pas de perdre, en fait ça va pas être engageant. Alors que si je faisais que gagner, là par contre je serais bien plus engagé dans l'activité physique. Voilà, voilà. C'était, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ça c'était pour ma présentation. Il y a peut-être des endroits qui ont été un peu plus cryptiques, donc n'hésitez pas. Merci pour ta présentation, Lucien. Eh bien, allons-y pour les questions. Pas tous en même temps, hein,
On a quelqu'un qui lève la main. On a Julien Ah qui oui, lève la main. Julien. Bonjour. Oui, Bonjour. Alors, Salut. Julien, tu peux juste te présenter, c'est-à-dire la ville et le club peut-être? oui, je suis de Bordeaux et je travaille à l'US Chartron, qui est une maison de quartier. Ok. Voilà, je suis entraîneur, je suis diplôme d'État. J'ai été beaucoup sur le terrain et je le suis un petit peu moins depuis 2-3 ans. J'ai pris des nouvelles fonctions. Voilà, pour aller un Ok. peu vite. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant et en tant qu'entraîneur, effectivement, j'ai souvent fait le constat que le double n'intéressait pas beaucoup les jeunes, et effectivement parce ils étaient pas très, enfin, ils manquaient de connaissances et surtout de techniques. Mm. Et on n'a pas parlé dans l'exposé de technique. Et par contre, tu as parlé je sais plus le terme, apprendre à jouer en double, je sais plus. Ouais. Euh, Ouais. je me souviens plus exactement, mais selon moi, le plaisir, il vient avec des connaissances techniques et un apprentissage technique. Et ce que je constatais, c'est que sans technique, ben, il y avait beaucoup de déchets en double, beaucoup moins sur demi-terrain. Et au fur et à mesure, quand on avance dans l'apprentissage du badminton, eh bien, on prend aussi du plaisir en double parce on comprend mieux les techniques et les stratégies, les placements, etc., etc. Mais je pense que la technique est inévitable pour prendre du plaisir. Ouais, Voilà. en fait, c'est parce que j'ai essayé d'être, voilà, faut que ce soit, c'est un exposé, donc il faut que ce soit assez simple à comprendre, parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément dans l'univers de la recherche. En fait, globalement, il faut se dire que, voilà, je vous ai présenté débutant, intermédiaire, débrouillé. En fait, tout ça, ça a été mesuré d'une certaine manière. C'était mesuré selon le cadre de la conation, où en fait, on a plusieurs étapes conatives où on va évaluer un joueur. On va regarder sa technique, sa façon de placer les volants, sa façon de se déplacer un peu, etc. Et tout ça va faire que on va pouvoir savoir si lui c'est un débutant, lui c'est un intermédiaire, etc. Enfin, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Ça a des noms spécifiques, mais là je les ai appelés débutants, etc. Et en fait, du coup, on fait attention à la technique. Donc, parmi les débutants, même parmi les débrouillés, donc là les débrouillés, en fait, c'est dans ce qu'on appelle du coup le cadre de la conation, dans les étapes conatives, c'est l'étape 3 sur 5, parce qu'il y a encore deux autres, sauf que l'étape 4, c'est une étape, voilà, c'est vraiment des gens qui commencent à être fédérés, à faire de la compétition, et les 5, c'est vraiment, voilà, faut être, on considère dans l'étape 5, je pense, un joueur de niveau minimum, je pense, régional. Et du coup, en fait, oui, la technique, on s'y intéresse. Et je pense que si justement on avait des joueurs d'un niveau encore plus élevé, on aurait peut-être pu voir le double commencer à devenir intéressant. Alors que là, bah ouais, forcément, comme on est avec des joueurs qui n'ont pas de technique, qui savent pas du coup se placer, qui connaissent pas les règles, enfin, voilà, ils connaissent pas le double. Donc forcément, ben, le double, il peut pas devenir intéressant. Ça peut pas être un format plaisant et agréable à jouer si on sait pas y jouer et si on sait pas comment ça fonctionne. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec le fait que la technique, elle est hyper importante pour le double. Donc voilà. Ok, merci. Est-ce que j'ai une question? Est-ce qu'il n'est pas plus facile d'être prescripteur que être créateur? Et est-ce que c'est pas le rôle de la fédération d'impulser une envie des éducateurs à être des créateurs et pas simplement des prescripteurs? Bon, je pense un peu des deux. Je pense que ça vient des deux, vu que enfin, un prof de PS, voilà. Je prends l'exemple d'un prof de PS, mais c'est un peu la même avec un entraîneur, mais un prof de PS, voilà, il a un bloc enfin, il a des compétences à faire apprendre à ses élèves, enfin, à faire développer à ses élèves. Donc ça, c'est le programme. C'est le programme qu'il doit respecter. Sauf que derrière, soit son programme, il le fait avec les situations qu'il a appris voilà, durant sa licence ou son master. Voilà, hein, je prescris ce que j'ai appris. Voilà. Soit c'est quelqu'un qui est novateur et qui est créateur et qui, du coup, va adapter les situations qu'il propose aux élèves, aux joueurs qu'il a en face de lui. Et je pense que ça vient un peu des deux. Je pense que bah là, du coup, la fédération doit prendre en compte ces joueurs
Enfin voilà, le but n'est pas de taper sur la fédération, bien évidemment, mais je prends l'exemple, mais la fédération s'intéresse particulièrement au haut niveau, aux joueurs nationaux, sauf que, ben voilà, comme j'ai dit, c'est que 0,2% des licenciés et des joueurs, des badistes. Sauf que la plupart des gens sont en non classés. Donc il faut prendre en compte ces joueurs-là. Et les entraîneurs, quand ils proposent des situations, ben, il faut prendre en compte ce que la plupart des joueurs qui vont croiser, ben, c'est des joueurs qui n'ont peut-être jamais fait ou qui commencent à 22 ans, 23 ans, 24 ans, 30 ans, etc. Et que ben, il faut réussir à adapter ces situations pour rendre déjà le badminton plaisant, pour les faire progresser et pour les engager à long terme. Donc je pense que ça vient un peu des deux. Ça vient à la fois de la fédération qui doit comprendre qu'il faut réussir à s'adapter à tout le monde et faire progresser tout le monde à la fois. Et aussi à l'entraîneur, où l'entraîneur, voilà, son but, c'est de faire progresser ses joueurs de la manière dont il peut. Voilà, c'est chacun sa façon de faire. Mais s'il peut devenir créateur et s'adapter à ses joueurs, c'est parfait. Merci. Hugues? Hugues, à toi. Hugues, tu as levé la main, mais on ne t'entend pas. Est-ce que tu as ton micro qui est... Alors, on ne te voit pas, donc je ne sais pas du tout si tu parles. Alors, attends. Ah, là, c'est c'est bon. bon. Là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Ah, Ça y est, et on te voit. il a fallu que j'ouvre mon capot pour que vous me voyez. Bon, je suis désolé. Donc oui, moi je suis en STAPS, prof de PS et maintenant évidemment maintenant en STAPS, formateur en STAPS. On a eu l'occasion de travailler ensemble, Michel et le projet Shift est presque complètement terminé du côté du BAD. Donc on est en train de vérifier nos dernières vidéos. La question c'était, Lucien, tu abordes la question sous l'angle plaisir santé. Et là, dans les débats, j'entends maintenant poindre la question des progrès et de la formation du badiste. Et il peut y avoir débat, et moi, c'est ce qui m'intéresse, là, c'est l'objet de ma question. C'est le débat entre former un joueur par le demi-terrain, par le jeu par demi-terrain, qui est bon pour. Alors, le plaisir, il n'y a pas de changement, mais qui est bon en tout cas pour son taux d'activité, quels que soient les niveaux. Mais est-ce que le demi-terrain, et puis Michel peut aussi dire ce qu'il en pense, mais comment tu vois comment tu concilies un petit peu cette approche par le demi-terrain qui est fort intéressante du côté du taux d'activité, mais la formation d'Ibadis qui lui va se retrouver à jouer et devoir performer que ce soit au niveau scolaire ou au niveau fédéral, à jouer et performer sur un grand terrain. Ok. Donc, je demande juste. Donc là, on s'intéresse bien au niveau des joueurs, donc entre un débutant, un intermédiaire, un débrouillé, etc. Oui, parce que en fait, le demi-terrain, le demi-terrain, moi je suis formateur aussi pour des stages PAF de collègues. Donc le demi-terrain, notamment sur des débutants, et dans le cadre de l'EPS, il a un grand intérêt, c'est qu'il permet de faire jouer beaucoup de monde en même temps. Et puis, il n'est pas moins déplaisant, et puis il permet d'aborder un certain nombre de compétences de badiste. Mais à un moment donné, est-ce que ça va pas être limitant d'en rester au demi-terrain et d'explorer la largeur? Est-ce que c'est pas à un moment donné complètement essentiel? Je vais répondre en 2 temps à cette question. Déjà, en restant rien qu'avec les situations que j'ai présentées, donc simple grand terrain, simple demi-terrain et double. Alors déjà, en premier temps, du coup, nos joueurs, ils sont, comme j'ai dit, classés selon des étapes cognitives, différents trucs, enfin différents facteurs. Et on sait comment les faire progresser. En gros, on sait que le joueur qui est dans l'étape 1, les débutants, on sait que pour progresser, lui, c'est un joueur qui va faire que renvoyer. Lui, il s'en fiche. Il n'y a pas de compétition, c'est juste on renvoie, on renvoie, on renvoie. Par contre, on sait que un joueur intermédiaire, lui, pour progresser, demi-terrain, ça ne va plus. Lui, il doit commencer un joueur qui commence à examiner un peu la largeur. Donc, quand on commence à avoir fait progresser notre joueur, qui a compris comment on renvoie, qui a essayé de faire bouger vers l'avant, vers l'arrière, là, on peut commencer à développer le terrain, passer du demi-terrain au grand terrain, pour essayer de faire jouer un peu sur la largeur. Donc là,
voilà, on a bougé un peu la situation pour essayer de faire progresser les joueurs, parce que là, dans la présentation que j'ai fait, j'ai beaucoup parlé plutôt de l'optimisation de la pratique, de la santé, etc., pas forcément de la progression des élèves et des joueurs en eux-mêmes. Et après, pour transformer nos joueurs intermédiaires en joueurs un peu plus débrouillés, qui arrivent à réaliser des coups gagnants, ben là, on peut refaire passer en demi-terrain, parce que là, du coup, la largeur, on l'enlève. Mais du coup, notre joueur, il faut qu'il réfléchisse à comment il pourrait gagner son point sans jouer sur la largeur. Comment faire? Coup gagnant. Je l'envoie au fond, je smash ou autre. Voilà. Donc ça, c'est comment on pourrait adapter les trois situations pour s'adapter aux joueurs au niveau des joueurs. Notamment, c'était pour ça que j'avais présenté du coup la situation accordéon, où on s'adaptait vraiment à tout type de joueurs. Et après, forcément, le badminton, c'est pas que du simple sur un terrain, du simple sur demi-terrain, du double. Hein. C'est pas que ça, hein, c'est pas que des formats compétitifs. Si on veut faire progresser nos joueurs, nos débutants, etc., surtout les débutants, où les débutants, eux, s'en fichent un peu hein, de marquer, eux, leur but. Voilà, c'est juste de jouer avec le volant, de dégager, etc. Déjà taper un volant, c'est déjà très bien pour eux. Et du coup, il faut adapter la situation. Dans la littérature, notamment, c'est souvent dit que c'est plus intéressant pour des débutants ou des filles de pratiquer sur des situations plaisantes, vraiment plaisantes. Je pense par exemple à la ronde italienne, par exemple un passé suisse, je ne sais plus le nom, mais voilà, une tournante. Enfin, plein de situations comme ça qui pourraient être plus intéressantes pour faire progresser. Une situation qui est en train d'être étudiée, il me semble actuellement, notamment pour voir si elle est intéressante chez les débutants, c'est, je crois que c'est la ronde italienne, hein, je ne sais plus, ou la ronde suisse, où il y en a un qui tape, il sort. L'autre, il vient dans le terrain, il tape. Ils sont 1-2 et il y en a un à la fois qui tape. Comme le ping-pong, en fait, au final. Donc voilà, Ouais. c'est plusieurs situations. Enfin, il faut varier. Le but, c'est de varier. C'est pas d'être, voilà, j'ai mes joueurs, je les fais faire et puis basta. Non, il faut s'adapter. Hein. Il faut adapter le contenu aux joueurs, aux élèves, etc. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, si tout était clair, mais Merci, Lucien. de rien. Fred, Elle est pas bonne. Excusez-moi. vas-y, Fred, à toi. Oui, j'arrive. Je voulais juste que la caméra fonctionne. Mais si, voilà. Ah, elle a quelques soucis. Bon, c'est pas très grave. On va faire durer la vidéo jusqu'à 13h05, si vous le permettez. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans tout ce qui est abordé là. Les questions de ronde suisse ou ronde italienne sont des formats plutôt de rencontres, plutôt que des façons de jouer. C'est du comptage de points plutôt qu'autre chose. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. J'ai cru comprendre au début de ton exposé que l'intérêt de ce travail était pour, en même temps, faire en sorte que les gens non seulement s'engagent physiquement au moment où ils jouent, mais également qu'on arrive à les faire aller sur des temps longs, c'est-à-dire qu'ils restent au badminton un certain nombre d'années. J'ai cru comprendre des choses comme ça, puisque tu évoquais que le nombre de jeunes était supérieur au nombre d'adultes. On voit bien qu'il y a plein de choses sociologiques et sociétales à prendre en compte pour comprendre ce type de choses. Là, les enfants ont 13 ans en moyenne, ils ont entre 12 et 14, hein, avec l'écart type de 1, quelque chose. Est-ce que c'est pas un âge particulier? Parce que l'expérience montre que les plus petits n'ont qu'une envie, c'est de jouer avec leurs copains en double. Et ça les motive beaucoup quand ils ont 8, 9, 7, 8, 9, 10 ans ou un peu plus, mais pas beaucoup plus, puisqu'après on arrive à l'adolescence que tu évoques. Et on s'aperçoit après, quand ils sont adultes et vétérans, que c'est le double qui est beaucoup plus préconisé. Donc ça veut dire que le double est quelque chose de très important pour l'ensemble de nos licenciés. Donc, qu'est-ce que peut signifier, à côté de l'engagement physique que tu montres, le fait de dire attention, le double est moins engageant, le double est machin. Parce que
derrière, c'est en fait ça qui est prôné par un très très grand nombre de licenciés de la fédération, quel que soit son niveau. Je pense qu'il faut, je dis plusieurs choses en vrac comme ça, je pense qu'il faut faire attention de dire que les N1 ne représentent que 0,2% de la population. C'est normal puisqu'ils sont limités à un certain nombre. On ne peut pas en avoir plus que le nombre que la fédération a fixé. C'est-à-dire les 100 premiers sont N1, les autres sont N2. Et au fur et à mesure comme ça, quand on descend, puisque un nombre, chaque catégorie de classement a un nombre défini qui ne peut pas être dépassé. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des autres, ça veut simplement dire que le classement est fait de cette manière-là et qu'à partir de là, on ne peut pas jouer dessus aussi facilement. La considération, à un moment tu évoquais aussi la considération pour l'ensemble des joueurs de leur formation. Je pense que le dispositif jeune et tout le travail que Hugues vient de rappeler sur Shift montre aussi tout l'intérêt qu'on essaye de porter et qu'on porte à l'ensemble des licenciés, qu'ils soient filles ou garçons, et dès l'âge de 6 ans, puisque le dispositif jeune commence à 6 ans. Et évidemment, on souhaite qu'ils progressent le plus possible par rapport à leur potentiel. Certains s'arrêteront, d'autres s'arrêteront plus loin. Certains feront beaucoup de compétitions, d'autres en feront beaucoup moins. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se télescopent dans tout ce que tu as présenté. Et moi, ce que je voulais arriver à partager, c'est le fait que le double soit pas forcément quelque chose de facile à l'âge où ils sont, où tu les as étudiés, alors qu'après, voire avant, c'est quelque chose qui est fortement demandé. Pour répondre à ça, en vrai, moi je suis très content qu'on en parle parce que justement c'est une limite à laquelle que j'ai pas mis en avant, j'ai pas trop mis en avant les limites de notre étude. Il y en a plusieurs, hein, du coup notamment ça, le fait que les relations entre les joueurs, ça pourrait faire énormément bouger l'engagement des jeunes. Par exemple, si on met un joueur qui s'entend pas du tout avec quelqu'un, pas sûr qu'il va s'engager de la même manière dans la pratique que s'il était avec son meilleur ami. Ça, c'est déjà une chose, ça c'est sûr. Après, nous, dans notre laboratoire, notre but, c'est de permettre aux élèves, aux jeunes, de s'engager, du coup, justement, jeunes, et de leur donner les meilleurs moyens, quand ils sont jeunes, du coup, de s'engager au moins à court terme, et si même mieux à long terme, pour que derrière, à l'âge adulte, ils se réinscrivent d'eux-mêmes ou qu'ils continuent à pratiquer. Parce que, voilà, c'est des personnes, les seniors, les vétérans, etc., qui pratiquent en double majoritairement, souvent sont peut-être des gens qui, quand ils étaient jeunes, pratiquaient déjà beaucoup, avaient déjà peut-être un bagage d'activité physique. Sauf que, malheureusement, en EPS, vu que là, ça reste quand même de l'EPS, en EPS, on a quand même beaucoup d'élèves qui, eux, le compétitif, le fédéral, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc c'est aussi notre but à nous, c'est que via l'EPS, leur proposer des situations qui vont permettre de les engager dans l'activité physique, pour que derrière, ils se disent « Ah, mais pourquoi pas m'inscrire dans un club ?» Et puis derrière, voilà, aller s'inscrire dans un club, et la fédération reprend le relais, autre que les profs de PS, maintenant c'est la fédération. Donc comme vous l'avez dit, hein, le dispositif jeune, les différents aspects mis en place, les différents projets mis en place par la fédération sont là aussi pour permettre à ces jeunes-là qui, du coup, ont réussi à s'engager dans la fédération, à continuer à pratiquer au sein de la fédération. Parce que ce qui est très intéressant, c'est de savoir aussi, parmi tous les jeunes là, qui étaient dans ton étude, quels sont ceux qui font un autre sport et dans lequel ils sont très engagés. Parce que c'est ça surtout qui nous importe, c'est que l'activité physique soit pratiquée par tous les jeunes. On sait que depuis une trentaine d'années, il y a une capacité pulmonaire qui a fortement chuté dans la population française, l'obésité a fortement augmenté. Et ce qu'on veut, c'est que les jeunes fassent du sport. On est très contents, nous, qu'ils fassent du badminton. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que même s'ils arrêtent le badminton, ils continuent le sport. Mais peut-être qu'à côté de leur cours de PS dans lequel il y a du badminton, peut-être qu'eux font un autre sport collectif ou individuel. Et à ce moment-là,
Qu'il ne soit pas très engagé dans le badminton ou plus que ça ensuite, c'est pas un problème tant qu'il reste engagé dans l'activité physique. Donc j'ai l'impression que quand on analyse, il faut être aussi prudent dans ce que l'on attend et dans la façon dont on perçoit les choses. Oui, mais après, en fait, le problème, c'est que du coup, s'ils s'engagent pas, s'ils sont engagés dans un autre sport, dans une autre activité, ok, tant mieux. Tant mieux pour lui, tant mieux pour sa santé. Par contre, derrière, voilà, on est évalué dans plusieurs. C'est comme si on disait, enfin voilà, je donne un exemple, mais c'est comme si, ok, bah moi je suis bon en mathématiques, mais comme je suis bon en mathématiques, bah je ne vais pas m'engager dans la physique-chimie. Enfin, c'est un exemple. Je suis peut-être bon, je fais peut-être du club en foot, mais si derrière je ne m'engage pas en badminton, en EPS, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est ça aussi notre but, c'est d'essayer d'améliorer les programmes scolaires, les programmes par exemple de badminton, pour que l'élève qui ne fait jamais d'activité physique puisse s'engager dans le badminton en EPS, et l'élève qui lui est hyper engagé en football, mais qui en badminton d'un coup il ne s'engage pas, ben, que notre situation lui permette de s'engager également en badminton. C'est ça aussi le but, c'est que bah voilà, c'est engager et réengager. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Alors, écoutez, il est 13h04. On va pas tarder à s'arrêter. Je voulais juste lancer quelques interrogations. Est-ce qu'on peut parler de plaisir genré, puisque tu as parlé effectivement de cette notion de plaisir? Est-ce qu'on peut parler de plaisir nivelé par rapport aux différents types de niveaux de jeu qu'ont les gens? Apparemment, on pourrait peut-être s'interroger là-dessus, et tu as donné quelques pistes déjà où on pourrait s'interroger. Euh, Moi, aujourd'hui, je suis en train de lire un livre sur la notion de plaisir, parce que c'est une dimension au plus haut niveau qui a énormément évolué. C'est des choses sur lesquelles, effectivement, on ne faisait pas trop attention, parce que plaisir, ça voulait dire pas trop sérieux, et c'était essentiellement logé à côté ou placé à côté de la notion de loisir, et pas le reste. Or, on sait que depuis quelques années, quand même au plus haut niveau, et quand ils arrivent au plus haut niveau, ils parlent énormément de cette notion de plaisir. Donc, je pense que ça engage aussi les éducateurs et les entraîneurs à réfléchir aussi avec cette notion-là, et à quel endroit l'athlète, hein, ou le pratiquant trouve cette notion de plaisir. Et puis, je reviens sur devenir créateur. Est-ce que ça va de soi quand quelqu'un rentre en formation? Je ne pense pas. Est-ce que tout le monde l'est au départ? Je ne pense pas. Donc, c'est peut-être aux différentes institutions qui forment, ou les profs de PS, ou les éducateurs, ou autres, effectivement à animer effectivement ce champ-là pour que les gens deviennent des créateurs, mais pour faire apprendre, et pour donner aussi aux autres à avoir envie d'apprendre, quoi. Et ça, c'est pas une mince affaire. Voilà. Hugues, dernière Ah, mais et après je te vraiment, laisse. vraiment, parce que tu viens de prononcer un mot, moi je suis au cœur de ça. Je veux dire, en STAPS, on est au cœur de ça. Ouais. Le mot créateur, en fin de compte, les enseignants d'EPS à diplôme Bac+5 sont des fonctionnaires de cadre A de la fonction publique. Ils sont des cadres, ils sont des créateurs. Il faut faire attention aussi à ce qu'on demande à qui on demande d'être créateur. Donc, et puis, il y a des niveaux de création. Donc, mais quand on voit comment sortent nos étudiants de Master 2, avec quel niveau, etc., moi, en tant que formateur, dans un premier temps, je leur demande pas d'être des créateurs. Déjà qu'ils sachent bien utiliser et à bon escient ce qui existe sur le terrain, ce qui a été produit, et ensuite, mais ça c'est ma position personnelle, hein, et ensuite ils vont devenir des créateurs. Donc déjà manipuler ce qui existe, mais manipuler à bon escient. Et c'est déjà C'est ça, quelque c'est chose ça. de... C'est déjà pas si simple que ça. Moi je leur donne tout, ils ont tout, situation d'apprentissage, ils font tout, et parfois et ils s'en mêlent les pinceaux, ils savent pas faire. Donc déjà qu'ils sachent utiliser ce qu'il y a sur la table. Et ensuite, une fois ça,
ils deviendront je pense, des créateurs, mais tu vois, ou alors c'est créateurs, mais en utilisant. Donc, et puis dans la nomenclature, attention, hein, il y a des postes de techniciens. Quand un BPGEPS, c'est un poste de technicien. Donc en fait, dans un premier temps, faut pas penser qu'il va être un créateur d'entrée de jeu parce qu'il sort de diplôme. C'est même pas vrai pour les profs de PS. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Je me tais. Merci Hugues. Lucien, si tu veux ajouter quelque chose, non. Non, c'est bon. Ok, merci à tous encore une fois. 6e webinaire se termine. Merci Lucien, merci à tous. Merci de votre écoute, de la participation des uns et des autres. Merci Thierry d'avoir été là encore une fois. Et au plaisir de vous retrouver. En principe, le prochain, c'est le jeudi 24 avril, donc dans un mois à peu près. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Salut Bien beaucoup à sûr. tous. Allez, Merci, au merci. revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Corentin, Lucien, Merci. si vous pouvez rester. Ah, Julien, il s'accroche. Hein. Julien Sautour, il veut rester. Hein. Laurent aussi. Hein. Ils veulent entendre toutes les bêtises qu'on va raconter après, c'est ça. Hein.